Imaginez une ville. 100 000 âmes entassées dans un labyrinthe de bois et de boue. Une cathédrale si haute qu'elle écrase tout ce que l'Europe construira pendant 4 siècles. Un pont où 500 personnes vivent suspendues au-dessus d'un fleuve. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde. Je m'appelle Arthur. Et aujourd'hui, je vous emmène en l'an 1300, à Londres. Pas la ville des palais et des touristes, la vraie. Celle qui sent le sang, la fumée et la Tamise. Celle qui était, à son apogée, la plus puissante cité d'Angleterre. Et que 2 catastrophes allaient presque effacer de la carte. Nous sommes en 1300. Londres pulse. Elle respire. Elle déborde. 100 000 habitants dans ses murs. 3 fois plus que n'importe quelle autre ville anglaise. Au centre, la cité. Encerclée par les anciens murs romains, presque indépendante du royaume. Son propre maire, ses propres lois. Assez d'argent pour rendre les rois nerveux. Et quand je dis nerveux, Édouard II l'a appris à ses dépens. Les marchands de Londres ont aidé à le renverser en 1327. Une ville qui renverse ses rois. Voilà ce qu'était Londres. Au sommet de tout ça, l'ancienne cathédrale Saint-Paul. Oubliez le dôme que vous connaissez. Celle-là était un monstre gothique. 586 pieds de long. Une flèche à 489 pieds dans le ciel. 30 mètres de plus que le dôme actuel. L'une des 3 plus grandes églises de toute l'Europe. Et l'intérieur, on l'appelait la promenade de Paul. Parce que les Londoniens l'utilisaient comme raccourci. Les marchands y concluaient des accords. Les avocats rencontraient leurs clients. On pouvait même y embaucher des serviteurs. Religion et commerce, inséparables. C'était Londres. À l'ouest, Westminster, le palais du roi. Westminster Hall, 73 mètres d'espace ouvert. Là où le Parlement se réunissait. Là où les lois naissaient. La règle était simple. Londres contrôlait le commerce. Westminster contrôlait le pouvoir. Maintenant, traversons la Tamise. Mais vous n'êtes pas sur un pont. Vous entrez dans un tunnel. Le pont de Londres, achevé en 1209, n'était comme aucune autre traversée sur Terre. 140 bâtiments de chaque côté. 4, 5, 6 étages. Boutiques au rez-de-chaussée. Logements, cuisine, chambres, mansardes. 500 personnes y vivaient en permanence. Une ville entière, suspendue à 20 pieds au-dessus du fleuve. La route entre les bâtiments ? 12 pieds de large. Vous vous faufilez entre des charrettes de laine, du bétail qu'on pousse vers l'abattoir, pendant que les étages supérieurs penchent vers l'intérieur et se touchent presque. Une maison sur 2 avait des latrines en saillie au-dessus du fleuve. Leur contenu tombait directement dans la Tamise. La même Tamise où l'on puisait l'eau potable. À la porte sud, les têtes des traîtres, plantées sur des pics. Record, 30 têtes à la fois. En dessous, les piliers créaient un effet de barrage. 5 pieds de différence de niveau entre les 2 côtés. Passer en bateau était si dangereux que les bateliers doublaient leurs tarifs. Beaucoup n'y survivaient pas. Descendez du pont. Entrez dans Cheapside. Les rues sont étroites. Certaines, 6 ou 7 pieds dans les quartiers pauvres. Les bâtiments penchent les uns vers les autres, leurs étages ensaillis sur des poutres de bois. Dans certaines ruelles, vous pouvez tendre la main par la fenêtre et serrer celle de votre voisin d'en face. Maison à colombage, remplie de torchis, blanchis à la chaux. 3 étages. Le bas, la boutique. Au-dessus, les logements. Tout en haut, les mansardes où dorment les apprentis. Le feu est la terreur permanente. Bois, chaume, foyers ouverts. Quand ça brûle, et ça brûle souvent, tout le monde court avec des crochets pour arracher les toits en feu et abattre les maisons voisines. Les rues elles-mêmes, des égouts à ciel ouvert.
Les teinturiers vident leurs cuves dans la rue. Les bouchers de Smithfield laissent le sang et les abats partout. Les cochons errent librement, fouillant dans les ordures. La ville avait embauché des tueurs de porcs. 4 pence par porc. Le salaire d'une journée entière pour un artisan cadifié. C'était ça, Londres en 1300. Puissante, bruyante, nauséabonde. Et totalement inconsciente de ce qui s'approchait. Au printemps 1315. Il a commencé à pleuvoir. Pas une pluie anglaise normale. Une averse incessante, jour et nuit, que les contemporains comparaient au déluge de Noé. Le grain ne pouvait pas mûrir. Le foin pour le bétail ne séchait pas. Le sol était tellement gorgé d'eau que les charrues ne pouvaient plus labourer. Lors d'une bonne année, un fermier récupérait 7 grains pour chaque grain planté. En 1315, 1 grain pour 2 plantés. Ils auraient littéralement mieux fait de manger leurs semences. Le prix du blé a doublé, puis doublé encore. Catastrophe pour une ville de 100 000 habitants où la plupart des gens dépensaient 80% de leurs revenus pour le pain. Le 10 août 1315, Édouard II lui-même s'est arrêté à Saint-Albance et a eu du mal à trouver du pain pour lui et son entourage. Si le roi d'Angleterre ne pouvait pas manger, imaginez ce que vivaient les Londoniens ordinaires. La pluie a continué en 1316. La maladie a suivi. Pneumonie, tuberculose, bronchite. Sur une population déjà à genoux. Les corps s'empilaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer. Et puis, comme si la nature n'en avait pas assez, la grande peste bovine a frappé. Certaines régions ont perdu 80% de leurs troupeaux. En 1317, la pluie s'est arrêtée. Mais entre 10% et 25% de la population urbaine était morte. Londres avait survécu, traumatisé, affaibli, sans la moindre idée de ce qui l'attendait.